Bonjour, c'est David Goudreau, travailleur social, écrivain et porte-parole pour le mouvement Santé mentale Québec qui vous accueille pour cette nouvelle capsule autour de l'astuce Choisir, une des 7 astuces développées par le mouvement Santé mentale Québec. On vous encourage à aller fouiller sur le site du mouvement pour voir comment on déploie cette astuce dans les mois, les années à venir. Pour le bloc Enjeux de société et Choisir, nous allons jaser d'autodétermination avec deux invités fort pertinents, fort intelligents. Voilà, je leur mets un peu de pression. Monsieur Éric Couteau et Monsieur Normand Baillargeon. Éric, salut. Salut David. Comment vas-tu? Ça va bien. Éric est travailleur social, chercheur, praticien et formateur. Ses principaux champs d'intérêt touchent l'intervention auprès des hommes, le développement des compétences des professionnels en relation d'aide, ainsi que les pratiques sociales dans les milieux communautaires et institutionnels. À titre de chargé de cours, il enseigne dans 3 départements et écoles de travail social, l'UDM, l'UQO et l'UQAT, principalement dans le domaine de la formation pratique. Oui. Donc, on se tient occupé? Oui, quand même. Avec ça, 4 enfants, puis des études. Oui, oui. Wow. Des temps morts chez nous, ça n'existe pas. je te lève mon chapeau. Donc, dans les astuces, choisir, va un jour falloir choisir des activités de détente et de... Ben oui, ben en fait, tu sais, ça ouvre toute la question de tu sais, choisir pour moi, c'est même si on est très occupé, c'est faire des choix, c'est aussi prioriser des choses qui vont être plus importantes, auxquelles on va accorder plus d'importance dans notre vie, dans notre quotidien, pour arriver à bien fonctionner. Fait que, tu sais, choisir, ça commence aussi là. Et trouver des façons d'intégrer l'épanouissement, les loisirs avec la famille, avec le travail. Éventuellement, ça doit se contaminer, tout ça, pour réussir à maintenir un équilibre. Ben oui, puis c'est l'équilibre de tout le monde, tu sais. Fait que des fois, choisir va impliquer que certaines personnes vont peut-être rester sur leur faim un peu des fois, mais il faut être capable de, justement, tu l'as nommé, arriver à un équilibre pour un peu que tout le monde se sente bien. Puis oui, des fois, ça implique des choix déchirants. Bon, ben en tout cas, on apprécie d'autant plus votre présence aujourd'hui. Merci. Très apprécié. Vous avez fait partie du comité consultatif pour le développement des outils en lien avec l'astuce Choisir et vous avez été un fervent défenseur de la marge de manœuvre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, la marge de manœuvre? La marge de manœuvre. Bien, ça, je te dirais à la base, dans le comité, pour moi, pourquoi est-ce que cette notion-là était importante? C'est que, tu sais, des fois, dans la société en général, on va entendre que les gens ont le choix puis ils ont toujours le choix, tu sais. Puis dans le fond, ce que cette affirmation-là sous-entend, puis que j'aime pas beaucoup, c'est que c'est une question de volonté, dans le fond, d'améliorer tes conditions de vie. Mm-hmm. Puis des fois, ben, tes conditions de vie vont faire en sorte que tu as peut-être moins de chances que d'autres personnes ou que tu as moins d'outils. Ou que tes choix vont être moins intéressants. Ben, c'est ça aussi, tu sais. Fait que c'est là où je trouve que la notion de choisir, des fois, dans certaines connotations, c'est juste de dire, bien, j'ai tous les choix devant moi, j'ai rien qu'à choisir. Alors que des fois, la palette des choix peut être limitée, puis c'est pas une question de volonté. C'est souvent des fois une question de contexte, c'est des fois une question de ressources qui sont disponibles, de capacité de la personne dans le moment actuel. Tu sais, si tu es en dépression, ta capacité de faire des choix puis de les assumer, va être limité. C'est circonstanciel, bien sûr, mais les choix que tu peux faire, c'est pas vrai que tu as toute la palette de choix possibles devant toi. Fait que des fois aussi, dans choisir la marge de manœuvre, où ça devient intéressant comme notion, c'est que des fois, les gens vont tenir le discours, ben j'ai pas de choix devant moi. J'ai pas le choix, tu sais. Puis, des fois, j'ai pas le choix, ça peut être compris de différentes façons. Donc, je ne vois pas les choix. Mm-hmm. J'ai l'impression que je n'ai pas de choix parce que dans mes croyances, dans mes valeurs, dans mes barèmes personnels, ben, j'ai certains standards auxquels je dois obéir, auxquels je dois me conformer. Fait que ça fait en sorte aussi que ben, j'ai le sentiment que oui, j'ai un choix devant moi, mais je peux pas... Je ne peux pas choisir un choix parce qu'il va trop avoir de conséquences négatives. C'est un faux choix. Il y en a un qui est tassé d'emblée. Oui, mais dans le fond, les croyances, il faut aussi quand même se garder une petite gêne par rapport à ça parce que des fois, on va avoir l'impression, mettons, je vais prendre un exemple,
quelqu'un qui va dire qu'il faut que je travaille, qu'il faut qu'il travaille. Tout le monde doit travailler, on doit tous gagner notre vie pour avoir les ressources financières pour assurer un confort minimum. Mais est-ce que je suis capable de travailler automatiquement 40 heures par semaine, d'être productif pendant 40 heures? Des fois, il y a des gens qui vont dire, bien, choisir, ça va peut-être être pour ma qualité de vie, de réduire un petit peu mes heures de travail, mais ça va avoir des conséquences, ça. Tu sais, fait quelqu'un qui aurait dans l'idée que, par exemple, il faut qu'il gagne un certain montant d'argent pour être heureux, pour être confortable, pour avoir l'impression qu'il n'a pas le choix de travailler autant, alors qu'il pourrait faire un choix différent s'il était capable de juste regarder ses croyances, puis essayer de voir pour lui qu'est-ce qui est peut-être le plus important, puis redéfinir un petit peu ses priorités. Fait que c'est là où choisir, ça rentre en ligne de compte, je crois. Puis, tu sais, les choix aussi peuvent varier en fonction que, des fois, puis ça, c'est mon superviseur en travail social, ça fait 20 ans de ça, qui m'avait dit ça, puis j'avais trouvé ça vraiment une révélation, là. Il avait dit, choisir, c'est pas toujours ce qui est difficile. C'est renoncer à ce que tu choisiras pas qui est le plus difficile. Fait que, pour moi, quand on amène la notion de marge de manœuvre, ben c'est de dire que dans les choix que j'ai, il y a des zones sur lesquelles j'ai du pouvoir, sur lesquelles je peux réellement faire un choix conscient, libre et éclairé, mais il y a aussi des zones dans lesquelles j'ai pas de pouvoir, des choses que je peux pas changer, que je contrôle pas. Puis vient l'image aussi, j'ai l'impression que cette notion de marge de manœuvre, quelque chose qui est peut-être plus gradué, dans lequel on peut faire des choix peut-être moins radicaux. Donc, c'est quelque chose à l'intérieur des choix que l'on se permet ou que l'on a réellement. Peut-être aussi qu'il y a de la marge entre abandonner son emploi pour s'épanouir dans la philosophie à temps plein et peut-être prendre une sabbatique ou aménager du temps. Un congé différé ou, tu sais... Vous travaillez sur les rapports de genre. Est-ce qu'on est tous socialisés pour développer notre autodétermination en lien avec nos valeurs et nos besoins, ou on peut l'être pour répondre aux besoins des autres? On va tomber dans quelque chose d'assez général. Les hommes et les femmes sont, de manière générale, pas éduqués de la même façon. On n'est pas amené à jouer les mêmes rôles socialement, pas parce qu'on est, je veux dire, différent biologiquement. En tout cas, moi, c'est pas ma position. Je pense que c'est l'organisation sociale, les structures sociales, les traditions, l'historique qu'on porte qui a amené à donner des rôles sociaux différents aux hommes et aux femmes, puis on s'est convaincu que la société allait mieux se porter comme ça. Or, on sait que dans certaines situations, ça a des effets négatifs. On ne s'attardera pas trop là-dessus, mais quand même, dans le fond, pour les hommes, les femmes, le fait d'être socialisé différemment, d'avoir des codes de conduite qui sont différents, va faire en sorte qu'on va des fois percevoir nos besoins de manière différente, on va les exprimer aussi de manière différente. Et nos choix, j'imagine. Je présume qu'il y a une pression sociale différente pour les hommes, pour les femmes, qu'il y a des résultats aussi différents concrètement par rapport aux choix que l'un et ou l'autre vont faire. Oui, tout à fait. Puis, c'est là où, tu sais, on tombe un petit peu dans la notion que j'abordais tantôt de choix réels, de choix limités, de faux choix, etc. C'est si, mettons, je prends les hommes de manière plus précise parce que c'est la clientèle auprès de qui je me spécialise là, comme intervenant puis comme chercheur, bien, tu sais, dans la socialisation des hommes, on va dire que les hommes souvent sont socialisés à être forts, indépendants, invulnérables, en contrôle. C'est encore vrai, ça? C'est encore vrai. Je vais mettre cette nuance-là, puis elle est très importante. C'est que un modèle social, quand j'ai un modèle, si, mettons, ma main est comme ça, tu la vois, ça, c'est le modèle social, c'est l'image de la main. Je peux te dire que, mettons, ça, c'est l'image de la masculinité. S'il y a un nouveau modèle, une nouvelle façon de voir, bien, le nouveau modèle, il vient se superposer par-dessus. Puis là, il y en a un autre, puis un autre, puis un autre.
Mais ce modèle-là, il dépasse encore tout le temps un peu. Fait qu'on va quand même s'y référer encore longtemps. T'sais. La palette s'élargit, mais je pense que ce référent-là, il est encore là. Choix, l'accessibilité à des choix, ou en tout cas à affirmer certains choix est davantage possible qu'elle ne l'était, mais il y a encore un modèle plus ancien qui va venir confronter les gens qui vont faire ces choix-là, qui vont devoir quand même se coltailler avec une vision qui va être plus résistante au changement. Bien, en fait, je pense que dès que tu t'inscris en marge de la norme, dès que tu fais le choix d'affirmer que tu es en marge de la norme, automatiquement, tu vas devoir faire face à une certaine forme d'adversité. Oui, on peut penser pour les hommes qui vont avoir une expression de genre plus androgyne ou plus féminine, mais pensons aussi à toutes ces femmes qui vont affirmer haut et fort « je ne veux pas d'enfants, ça ne m'intéresse pas ». Ce qui était inconcevable il n'y a pas 100 ans. Mais c'est ça, tu sais. Il y a quand même eu de grands mouvements de société, mais de ces grands mouvements-là, finalement, ce que je comprends, c'est qu'on n'est jamais complètement affranchi d'un ancien modèle qui vient se manifester, qui peut vouloir ressurgir encore. Oui, ça demande du temps. Puis c'est ça. Puis dès qu'on choisit de se mettre dans la marge, bien c'est sûr que là, toute la pression de ces anciens modèles-là peut être quelque chose qui va être difficile à vivre, puis qui va quand même avoir un impact aussi assez important sur la santé mentale des gens. Exact, ça c'est l'aspect derrière, c'est toujours la santé mentale qui est un enjeu sur la perception que j'ai de moi-même, mais aussi la perception que le monde a de moi. Et cette idée donc de la norme, de cette pression sociale, est-ce qu'il arrive que l'on fasse des choix en fonction d'un groupe, de ses valeurs, plutôt que les nôtres, au détriment de sa propre santé mentale, juste par besoin d'appartenance, j'ai envie de dire par réflexe d'appartenance? Bien, tout à fait. Tu sais, regarde, tu vois, je reviens sur la question des hommes, qui est un peu plus mon expertise. Puis, tu sais, si comme homme, tu te définis comme étant, bien, je suis fort, stoïque, indépendant, invulnérable, c'est sûr que déjà reconnaître que ça va pas bien, que tu as besoin d'aide, qu'il faut que tu fasses une démarche, ça va, à cause de ton identité, déjà créer une forme de clash, tu sais. Fait que pour tout ce qui est la perception des besoins, la reconnaissance des signes que ça va pas, tu sais, des fois, il y a des signes physiologiques ou relationnels, tu sais, avoir l'acuité de voir dans ton corps des signes précurseurs que tu vas pas bien, là, des brûlements d'estomac, des boules dans le ventre, des choses comme ça, ça fera pas partie de ton registre, fait que tu vas moins voir ces choses-là. Fait que déjà, le choisir d'aller demander de l'aide, il va être difficile, mais c'est aussi que le fait de demander de l'aide, puis ça, c'est à la fin des années 90, un psychologue qui s'appelle Gary Brooks, un psychologue américain qui avait documenté ça, il dit « Les hommes, quand ils viennent demander de l'aide, ils éprouvent un paradoxe. C'est-à-dire que dans ton identité d'homme, plus socialisée, traditionnelle, il faut que tu sois fort, stoïque, indépendant, puis en contrôle. Puis demander de l'aide, ça te demande exactement le contraire. Il faut que tu te montres vulnérable, il faut que tu montes ouvert, il faut que tu renonces au contrôle, il faut que tu montes tes failles. D'où la difficulté à rejoindre les hommes. C'est un combat qu'on mène en intervention depuis longtemps, adapter les services aussi aux hommes à se rendre auprès d'eux, répondre à la crise, intervenir en situation de crise, pas les mettre sur des listes d'attente et tout ça. Donc, il y a quand même une réalité aussi de la société, une réponse de la société qui doit s'adapter à la demande d'aide des hommes aussi jusqu'à un certain point. Bien oui, tout à fait. Puis, tu sais, mettons, on va rentrer dans la notion de choisir, tu sais. Je pense que si on se décolle un petit peu des personnes en besoin d'aide pour regarder la société, comment est-ce qu'on organise nos services, bien, c'est quoi les choix qu'on fait? C'est quoi les services qu'on rend disponibles? Ce qu'il faut regarder aussi, c'est aussi dur qu'un choix puisse être, c'est toujours se demander aussi, bien, si je ne fais pas ce choix-là, ça va être quoi les conséquences qui vont venir avec mon non-choix ou mon inaction? On a fait un très bon choix en vous évitant. Merci beaucoup, M. Éric Couteau. Au plaisir de poursuivre la conversation dans une autre capsule. Qui sait? Qui sait? Merci beaucoup de l'invitation.
Un grand merci aussi au groupe montréalais Le Couleur qui, grâce à sa musique vintage des années 70, avec du yéyé, de la chanson française et même du disco, nous fera voyager pendant une courte pause musicale. Un simple vol d'après-midi, 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 un simple vol d'après-midi. Sourire, soupir sur cette chaise, prétendre attendre l'arrivée. Tes cheveux, tes yeux verts, je m'y perds, vois comme c'est malheureux. Cette nuit sur les ailes de l'oiseau, je pourrais lentement mourir. Quand ses mains caresseront mes cheveux en plein après-midi. La lune met sa robe noire pour ce simple vol d'après-midi. Quand ses mains caresseront mes cheveux en plein après-midi. Tes cheveux, tes yeux verts, je m'y perds, vois comme c'est malheureux. Quand ses mains caresseront mes cheveux en plein après-midi. Un simple vol d'après-midi, un simple vol d'après-midi, un simple vol d'après-midi, un simple vol d'après-midi. Un simple vol d'après-midi qui tourne en tragédie. Un simple vol d'après-midi, le plus beau de notre vie. Des bagages à main interdits, de tours infinis. Un simple vol d'après-midi qui tourne en tragédie. Simple vol d'après-midi. On remercie le groupe Le Couleur pour cette pause musicale. On vous encourage à les suivre sur toutes les plateformes, à aller les voir en spectacle. Ils seront en tournée un peu partout au Québec. Notre prochain invité, c'est un homme que j'admire, un intellectuel intègre qui m'inspire beaucoup.
Normand Baillargeon, qui a été professeur en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Il est chroniqueur pour différents médias. Il est aussi philosophe, essayiste, militant libertaire et anarcho-syndicaliste. Normand, salut. Salut, mon cher. Comment vas-tu? Ça va bien, j'espère que toi aussi. Oui, c'est une bonne journée. Très content d'être là. Je trouve que c'est un sujet extrêmement important, un peu intimidé, parce que c'est un sujet grave et vaste et crucial. Mais on peut le prendre avec le sourire On aussi. peut, on va essayer. C'est ce qu'on fait beaucoup au Mouvement Santé Mentale Québec. Souvent, quand on nomme le mouvement santé mentale, mais on essaie justement d'avoir un regard non seulement positif sur la santé mentale, mais très inclusif dans le sens où tout le monde a une santé mentale à préserver, à bonifier ou à soigner. Puis, on essaie de s'adresser comme ça au plus grand nombre. C'est bien dit. Et d'ailleurs, dans cette idée-là, donc, choisir, c'est aussi développer son autonomie de pensée, autant que faire se peut. Et justement, est-ce qu'on peut développer une autonomie de pensée quand on est bombardé par autant d'informations venant d'autant de médias? C'est une excellente question, je trouve qu'elle est extrêmement actuelle. Alors, commençons par poser des choses. Moi, j'ai travaillé toute ma vie en éducation, puis un des fondements de l'éducation, un des buts fondamentaux de l'éducation, c'est de rendre la personne autonome. Depuis Platon, c'est comme ça. On dit l'éducation vise à rendre les gens autonomes. La formule qu'on emploie souvent, c'est capable de choisir la vie bonne qu'elles veulent mener, ces personnes-là. C'est un très grand, très vaste objectif. Et puis, à l'école, on travaille à ça en transmettant des savoirs. Et là, les savoirs sont censés contribuer à cette autonomie-là, sont censés rendre les gens capables d'avoir des compétences et d'avoir des affiliations. Tu sais, c'est pas mal les trois grandes finalités que les psychologues identifient habituellement: autonomie, compétence, affiliation. Grâce au savoir, l'école contribue à ça et vise à ça. Et on connaît, David, de tout temps, des ennemis de cette autonomie-là. Si on ne transmet pas des savoirs, on risque de ne pas produire cette autonomie-là. Si on endoctrine les enfants, on risque de ne pas produire cette autonomie-là. Si on fait de la propagande auprès des enfants, on risque de ne pas produire cette autonomie-là. Mais, et là-dessus, je pense que tu as tout à fait raison, il se passe quelque chose de nouveau avec les nouveaux médias depuis, c'est tout récent, peut-être 25 ans, quelque chose comme ça, où ces nouveaux médias-là sont apparus et ont des effets, on ne les comprend pas encore tous très bien, et certains de ces effets sont positifs, mais des effets inquiétants pour la santé mentale, pour l'autonomie, pour la capacité de choisir des gens. Voilà. Et là, il faut regarder ça attentivement, qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, il y a des effets bénéfiques, il n'y a aucun doute là-dessus, à ces nouveaux médias-là, mais il y a des effets dangereux également. On peut en nommer quelques-uns, si tu permets. Il y a des biais cognitifs que nous avons, nous, êtres humains, qui sont parfois accentués très fort là-dedans, comme par exemple le biais de confirmation. Si on ne parle qu'à des gens qui pensent comme nous, on risque de ne penser toujours que la même chose, puis être convaincu que c'est ça qui est en cause. Ce biais de confirmation-là, il est accentué par les nouveaux médias, par les effets de bulle qui sont produits. Si on n'est pas sensible à ça, on peut embarquer dans quelque chose qui nous prive d'une véritable liberté de choisir et qui est extrêmement pernicieux. Les algorithmes peuvent jouer ce rôle-là. Je me permets, tu dis qu'on a le droit de sourire. Ah oui. Je suis un grand fan des Beatles. Et croyez-le ou non, en septembre va être lancée une revue académique universitaire, le Journal of Beatles Studies. Wow. Voilà, c'est quand même quelque chose. Des études sur oui, exactement. Wow. Et un grand psychologue, Carl Sustin, va publier là-dedans une étude où il s'intéresse à ces biais de confirmation. Là, voici ce dont il est question. Les gens vont sur des sites pour écouter de la musique. Alors, si des gens célèbres disent qu'ils écoutent tel type de musique, ça rend ce type de musique-là très populaire. Mais là, ils se sont amusés, les chercheurs, à inverser la popularité de la musique en question. Et si les musiques qui étaient très peu populaires sont déclarées être les plus populaires, bien, c'est ça que les gens écoutent beaucoup. Vous voyez comment les algorithmes peuvent produire des effets comme ceux-là qui sont pernicieux pour notre liberté de penser, notre liberté de choisir. Il y a quelques années à peine, un monsieur qui était très, très important dans le développement de Facebook, notamment parce que c'est là qu'il est allé jouer un certain nombre de choses, a publié un livre qui s'appelle « Hooked », accroché, où il décrivait les stratégies qui sont employées par des gens comme lui pour accrocher les gens sur Facebook. Alors, je vous donne les détails. On met un déclencheur. Ce déclencheur-là amène la personne à poser une action. Par exemple, va visiter tel site ou fais telle chose. Le fameux clickbait. Exactement. Oui. À clic. Et ça, ce piège à clic-là, on te récompense. Et les récompenses varient aléatoirement.
et par la suite, on demande que tu t'investisses. Les gens en psychologie vont reconnaître là une boîte de Skinner. Tu sais, Skinner, le grand psychologue behavioriste, là, il avait une boîte dans laquelle il travaillait pour faire adopter des comportements à des pigeons ou à des rats ou ainsi de suite. Eh bien, ça, c'est une sorte de boîte de Skinner virtuelle qui nous amène sur Internet à avoir certains types de comportements et qui, encore une fois, est dangereux pour la liberté de penser, l'autonomie, la possibilité de choisir. Donc, l'éducation qui doit amener à l'autonomie, je t'ai entendu utiliser aussi un terme qui était important il y a déjà quelques années, développer la pensée critique. On dit que l'école devrait développer la pensée critique. Et certains se demandent, est-ce que ça développe déjà la pensée avant de pouvoir développer la pensée critique? Parce que si on ne maîtrise pas le vocabulaire, si on ne maîtrise pas la langue, on ne peut pas formuler clairement sa pensée. Si on ne formule pas clairement sa pensée, évidemment qu'on est soumis à adopter celle des autres et on n'aura pas un regard critique éventuellement. Est-ce que, en ce moment, selon ce que disent les recherches, selon les observations de vos collègues, est-ce que cette autonomie, est-ce que cette pensée critique est effectivement menacée? Est-ce qu'on est en perte de capacité à critiquer les textes, à comprendre les textes qu'on lit? Dans une des choses que tu as dites, il y a quelque chose d'extrêmement important pour les pédagogues, à savoir que c'est un travail beaucoup interne aux disciplines que de développer la pensée critique. C'est risqué de vouloir développer la pensée critique en soi, de manière générale. C'est pas absurde, on peut le faire, on peut apprendre des choses, mais il faut aussi le travailler à l'intérieur des disciplines. Toi, comme moi, probablement qu'on est capable de penser de manière critique sur des choses comme la littérature, la poésie, la philosophie, mais si toi et moi, on est placés devant un texte sur la mécanique quantique, probablement qu'on aura du mal à développer notre pensée critique parce qu'on ne comprend pas bien ce sujet-là. Même juste la mécanique, déjà, ça va être difficile. Donc, quantique ou pas. Et donc, il faut avoir le souci à l'interne de développer ça. L'enseignant en histoire doit avoir le souci de développer la pensée critique de ses élèves à propos de l'histoire. Et le professeur de littérature à propos de la littérature. Je suis en ce moment en train d'écrire un tout petit cours d'autodéfense intellectuelle pour les jeunes de 13 à 17 ans. Au Québec, on va créer un cours de culture et citoyenneté québécoise. Et dans ce cours-là, on va aborder les questions qu'on a commencé à discuter. On va, je l'espère en tout cas, transmettre aux jeunes garçons et aux jeunes filles des manières de naviguer de manière plus sécuritaire, de faire attention aux pièges qui peuvent nous être tendus. Et il y a fort heureusement des techniques et des stratégies qui peuvent être utilisées pour faire ça. Récemment, des philosophes ont écrit un texte que je trouvais amusant. Ils disaient qu'au nom de l'autonomie, on devrait pratiquer un minimalisme digital. C'est-à-dire qu'on devrait faire attention à notre fréquentation des médias sociaux. Ils ont des choses importantes à nous apporter, Internet et ainsi de suite. Mais effectivement, c'est un outil intéressant. Mais il présente aussi des dangers. En être conscient impose peut-être de prendre une distance par rapport à tout ça et à se méfier de l'addiction, de l'accrochage possible à toutes ces choses-là. Il y a aussi des trucs qui peuvent être enseignés, croyez-le ou non. Par exemple, on a beaucoup le sentiment, quand on fréquente ces choses-là, qu'on est très bon au multitâche. On est capable de faire un paquet de choses en même temps. On est capable de naviguer, d'écrire l'essai qu'on doit faire sur un texte, puis écouter de la musique. Mais la recherche montre qu'on n'est pas bon au multitâche, puis même les plus jeunes ne sont pas très bons au multitâche. Alors, savoir ça, ça incite à faire attention. Et à faire une chose à la fois, mais à bien la faire. Exactement, puis se concentrer sur ce qu'on fait. Il y a quelques années, des chercheurs ont soumis à des jeunes fin cégep, début d'université, 2 sites. Et ils voulaient voir si les gens reconnaîtraient qu'un de ces sites-là était biaisé et faux. Et ils ont été catastrophés de voir que même à l'université, on ne le voyait pas, on ne s'en rendait pas compte. Ils se sont demandé quel truc on pourrait enseigner aux gens pour naviguer de manière plus critique. Évidemment, on peut faire ça à travers un livre de 25 pages, hein, bon. Mais ils sont allés voir ce qu'on appelle les fact-checkers, les vérificateurs de faits dans les grands médias. Et ils ont demandé à ces gens-là, qu'est-ce que vous faites, vous, pour vérifier des choses? Voici 3 trucs tout simples pour garder une partie de son autonomie quand on navigue. Premier truc, ces gens-là ne cliquent jamais sur les premiers liens qu'ils observent. S'ils font une recherche sur quelque chose, ils vont voir 2 ou 3 pages de liens avant de décider sur quel lien ils vont cliquer. C'est un bon truc. Deuxième truc, ils ouvrent jamais un lien sans ouvrir un lien sur le lien en question. Alors, par exemple, dans la recherche que je vous donnais, là, il y avait un des sites qui était monté par des patrons qui étaient opposés à la hausse du salaire minimum. Si les gens avaient ouvert un site sur ce site-là, ils l'auraient su tout de suite. Alors, ouvrir un site sur le site sur lequel on s'apprête à cliquer, c'est intéressant. Aller faire une petite vérification des antécédents, oui, de la crédibilité. Tout à fait, exactement. Une troisième chose qu'ils font très souvent, ces gens-là aussi, c'est d'aller sur Wikipédia. Et là, on dit aux gens, attention, Wikipédia, c'est pas toujours fiable. Mais où vont-ils? Ils vont sur la page de discussion de la page en question.
Et là, ils vont savoir qu'il y a des choses qui posent problème sur telle ou telle chose. Alors, des choses comme celle-là s'enseignent et on peut espérer que dans le nouveau cours, on va enseigner ces choses-là de manière à ce que les gens puissent préserver leur autonomie face à l'assaut des nouveaux médias. C'est une façon très efficace de contribuer à l'autodétermination et à la capacité d'être autonome comme citoyen. Qu'est-ce qui peut être fait aussi, puis j'interpelle autant le philosophe que le pédagogue, comment peut-on accroître son autonomie, sa capacité d'autodétermination, comment faire de véritables choix et non pas s'écrouler sous le déterminisme et les pièges et... Je vais répondre d'une manière un petit peu éloignée de la question, mais ça me semble important de dire ceci dans notre conversation. C'est bon de nourrir la motivation intrinsèque. Voici ce que je vais expliquer. Les psychologues, les philosophes aussi depuis longtemps, on distingue des types de motivation. Toi qui es écrivain, là, tu vas comprendre très vite ça. On peut être motivé de manière intrinsèque parce que l'activité à laquelle on se livre nous intéresse en soi. On peut avoir une motivation extrinsèque parce qu'on reçoit des récompenses pour ce qu'on fait. Eh bien, la motivation intrinsèque, c'est une des grandes sources de l'autonomie. On se livre à une activité parce qu'elle nous plaît et on l'a choisie et il n'y a pas d'encombrement extérieur qui viennent s'imposer. Parce que c'est populaire, parce que je vais avoir... Parce que c'est populaire, parce que ça me rend célèbre, parce que je vais avoir de l'argent, parce que je vais avoir une note. Il y a des recherches en psycho intéressantes, une qui est assez récente, je crois, sur des casse-têtes. On s'amusait, c'est tout simple, là, des jeunes font des casse-têtes. Certains ont une motivation intrinsèque pour ces casse-têtes, d'autres, on ajoute une motivation extérieure, extrinsèque. Eh bien, ceux qui la font pour motivation intrinsèque vont perdurer à le faire plus longtemps que ceux qui ont reçu cette motivation extrinsèque. Donc, nourrir l'attrait, le goût, la passion pour des choses, c'est une chose qui aide à prolonger l'étude, prolonger le savoir, s'intéresser véritablement à des sujets, pas par des choses extérieures, pas par conformisme, pas parce qu'on veut être comme tout le monde, mais parce qu'on veut penser par soi-même et se livrer à une activité. Je pense que c'est une des sources, une des solutions à ce qu'on cherche. Elle me semble fort pertinente. C'est un peu l'idée d'avoir son squelette interne, d'avoir quelque chose de solide qui nous permet de tenir dans ce monde où on est soumis à autant de bourrasques qu'on pourrait l'imaginer, versus peut-être un exosquelette qui permet de s'enfermer parfois dans des idées, mais qui finalement nous rend très vulnérables une fois que ces idées-là se mettent à craquer d'une certaine façon. Tu vois, j'aurais pas pu mieux dire que l'écrivain vient de formuler. Merci, collègue. J'apprécie. Et j'aimerais terminer peut-être avec une question sur le choix très personnel. J'espère que je ne suis pas indiscret. Quel est le choix que tu fais, toi, Normand Baillargeon, pour prendre soin de ta santé mentale, de ton autodétermination, de ta capacité à être dans le monde? Je vais te faire un aveu. Une des choses les plus importantes pour moi, c'est ma compagne et mes enfants. Et l'affection que je reçois d'eux, que je leur donne, l'amour dans lequel je baigne avec eux, ça a toute ma vie été absolument crucial. Tu sais, les vers d'Aragon, ma compagne, je dis souvent ça, je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Tu sais. C'est ça pour moi. Wow. Merci, Normand, de nous ramener à l'essentiel. Je t'aime, jeune homme. Merci, moi aussi. Bonne fin de journée. Merci à mes invités, messieurs Éric Couteau et Normand Baillargeon. Merci pour leur générosité, pour la pertinence de leurs propos. Merci au Mouvement Santé Mentale Québec de nous permettre de réfléchir, de choisir ce temps de réflexion. J'espère que vous poursuivrez votre pensée, tout ce qui a pu germer pendant nos discussions. Peut-être même sur le site mouvementsmq.ca. Allez visiter. Il y a plein d'astuces pour prendre soin de soi, des nôtres et de notre santé mentale. Bonne fin de journée.